Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous enregistrons le 13 janvier 2026 et c'est l'épisode 460. On va, une fois de plus, c'est comme chaque semaine, vous parler d'IA avec la sélection des modèles d'IA de la semaine et globalement, l'actualité de l'IA, on peut le dire, qui va être en bonne place dans cet épisode. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste et pour m'accompagner, il est à l'ActuTech ce que Mark Robert est à la vulgarisation scientifique. C'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu? Connais-tu Mark Robert? Non. Non. Alors, je vais te dire qui est Mark Robert parce que je ne le connaissais pas et je le prononce à la française alors que c'est Mark avec un K et Robert, tu vois, c'est un américain. Mais mon fils a découvert, mon plus jeune fils a découvert celui qu'il appelle Mark Robert. Et en fait, alors, il a été ingénieur, il a dû, je crois, bosser à la NASA et il fait beaucoup de vulgarisation scientifique. Il est captivé par tout ce que ce mec dit. Et en fait, à peu près une fois par jour, on a une discussion et il dit Mark Robert, il dirait que c'est son idole maintenant. Sache-le, c'est une idole. Bah écoute, il y a pire, franchement. Et je pense que c'est une belle image. Merci beaucoup à Wimo, Agbavon et Alexis Agaï qui soutiennent Tech Café, qui se sont inscrits sur patreon.com/techcafé. Et puis, sans autre forme de procès, on commence donc avec les modèles IA de la semaine et on commence très fort avec de la génération de vidéos et même des mondes en 4D, comprenez en 3D, mais animés, mais en monde. Incroyable. Bref, on va commencer cette section des IA de la semaine avec un article de NVIDIA Research sur la génération vidéo plénoptique, c'est-à-dire sous tous les angles. Donc encore une fois, c'est une manière de changer le point de vue d'une vidéo donnée. C'est plénoptique dans le sens où on peut demander des choses assez complexes et que le modèle conserve la mémoire de ce qu'il a déjà affiché. Et ça peut être très difficile. Par exemple, on a une vidéo d'une route sur laquelle passent des voitures. On voit les voitures arriver vers nous. Et on peut demander donc de changer la vue, d'abord de faire une rotation vers la droite, puis vers la gauche, puis on fait un travelling, puis on rebouge vers la droite, puis on se déplace vers le haut, et là hop, on zoome. C'est compliqué, et il faut voir que les voitures qui passent, elles peuvent devenir invisibles ou redevenir visibles selon les angles et selon les nouveaux mouvements de caméra. Il faut que tout ça reste cohérent. Le modèle a donc la mémoire de la voiture qui a disparu, en passant hors champ, et il va afficher cette même voiture si en bougeant, elle revient dans le champ. Et c'est assez dingue en fait, parce que ça ouvre la voie à des recadrages et même à des mises en scène différentes directement en post-production. Pour l'instant, ça va voir sur de petites vidéos. Pour des clips plus longs, la qualité n'est pas forcément toujours parfaite, mais ça marche déjà relativement bien vu la complexité de la tâche, et puis c'est quand même pas un truc commercial. Et un peu dans le même esprit, tu vois ce que tu évoquais, c'est probablement Verscrafter, qui est cofinancé par Tencent, et c'est aussi une recherche qui fait dans la génération vidéo basée sur un signal 4D. Alors 4D parce que voilà, c'est une trajectoire de caméra et des trajectoires d'éclat de gaussienne en 3D. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on conditionne la vidéo avec les mouvements qu'on veut. Et ces mouvements sont exprimés en 3D. Ils sont exprimés comme une trajectoire de caméra dans l'espace, et les mouvements des sujets sont directement demandés en 3D et exprimés en éclat de gaussienne. Bon, par exemple, on a, si on a une scène de rue avec des personnes, des personnes qui marchent dans cette rue, et qu'on veut l'animer, on peut donc donner effectivement notre trajectoire de caméra, bon ça d'accord, et puis après on peut dire que telle personne doit aller vers la gauche et telle personne doit aller vers la droite. Et ça, on peut le demander effectivement en délimitant les éclats de gaussienne et en se déplaçant en 3D dans ce truc-là. Alors, c'est préliminaire dans le cas de Verscraft, vraiment, ça reste quand même à l'état encore de recherche, mais ça montre que c'est quand même possible. Et ça montre qu'on peut rajouter de plus en plus de possibilités de contrôler de manière fine la génération vidéo. Et à chaque fois qu'on rajoute des contrôles, on rajoute de l'utilité à ces outils-là, parce que c'est ça qu'on veut, on veut contrôler tous les aspects possibles de la génération. Et en dernier, je voudrais parler de Lightrix LTX2. Bien sûr, vous l'avez probablement vu passer ailleurs, mais bon, on ne sait jamais. C'est un générateur de vidéo qui est open weight, donc ça veut dire que c'est un générateur de vidéo qu'on peut télécharger et utiliser chez soi. Et il est comme Sora 2 ou VO3, c'est-à-dire qu'il est capable de générer de la vidéo et de l'audio. On ne s'enflamme pas quand je le compare à Sora 2, c'est sur le principe. Dans la pratique, les résultats ne sont pas forcément comparables en qualité tout le temps. J'ai vu de très belles choses faites avec LTX2. T'as réussi à le faire. Je pensais que ça demandait plus de ressources qu'un PC avancé sur le plan. On va en parler. Donc effectivement, tu peux faire des très belles choses, même avec un PC qui est relativement modeste, on va dire. D'accord. Après, tu peux aussi avoir des rendus très très étranges. Un peu comme au bon vieux temps, parfois tu as des trucs très déformés et assez moches. Ça peut arriver encore, il faut un peu de travail des fois pour en tirer le meilleur, mais LTX2 quand même un énorme potentiel,
parce qu'il est relativement rapide et léger, entre guillemets. Alors évidemment, tu te doutes que, vu ce que ça fait, il faut quand même une certaine quantité de calcul. Et donc, c'est vraiment entre guillemets léger, parce que c'est quand même un modèle de 19 milliards de paramètres. Et donc, si tu le prends en pleine résolution, en pleine précision, je veux dire, c'est très lourd. C'est un diffuseur, donc ça prend énormément de RAM en plus, parce que tu utilises de la vidéo, donc tu fais de la diffusion sur un énorme bloc 3D. Et il faut quand même donc une bonne carte graphique. Alors, il y a plein de possibilités de compresser le truc, de l'utiliser en 4 bits, 8 bits, etc. Mais bon, en général, même en 4 bits, ça reste gros. Et même dans une carte 16 Go, le modèle compressé ne rentre pas complètement, il faut faire du streaming des poids. Donc ça ralentit le bordel évidemment, mais ça fonctionne quand même et c'est compatible avec ComfyUI. Donc c'est accessible relativement, je dirais, à des cartes, on va dire milieu de gamme, haut de gamme. Mais évidemment, avec des concessions, on va dire, sur la vitesse, le modèle reste relativement rapide, on va dire, pour tous les compromis qui peuvent être faits en termes pour essayer de faire tout rentrer, si tu veux, dans quelque chose qui est un petit peu trop petit, quoi. Alors Lightrix, d'ailleurs, propose aussi des modèles pour faire de l'upscaling spatial et temporel, c'est-à-dire pour augmenter la résolution et le framerate. Donc c'est un truc à tester si vous avez quand même une bonne carte graphique, faut pas se voiler la face. Mais une bonne carte graphique qui reste accessible, bon, par les temps qui courent, c'est pas toujours évident, mais quand même du matériel accessible qui permet de générer des vidéos comme ça, moi je trouve ça captivant, c'est bluffant, bien sûr. Incroyable de voir à quel point ça avance très très vite. On continue avec une recherche sur les comportements des modèles qui ont des mélanges d'experts, mixture of experts. L'idée, c'est de s'appuyer sur la force du collectif plutôt que la force des individus, si j'ai bien compris, non? C'est pas ça? L'IA, c'est un sport co aussi. Voilà, c'est ça, team building un peu. Il y a une équipe, il y a un esprit, c'est ça. Donc d'ailleurs, effectivement, je vais aussi parler d'un papier de recherche pure. Pour le coup, il n'y a pas vraiment de nouveaux modèles ni rien, c'est de la recherche pure, qui étudie comment ça marche un peu les mélanges d'experts. Et c'est assez intéressant parce que ça va à l'encontre de l'intuition naturelle qu'on pourra avoir là-dessus. C'est un papier qui vient de Cornell, Georgia Tech et de FinAI et l'Institut Stevens. Bon. Donc il faut rappeler que la quasi-totalité des LLM modernes, la quasi-totalité des chatbots que vous utilisez sont des mélanges d'experts aujourd'hui. C'est-à-dire que ces LLM ont des centaines, voire des milliers de milliards de paramètres, donc ils sont vraiment énormes, et que justement, ça serait pas possible ou économiquement viable de les faire tourner comme on faisait au début, c'est-à-dire en utilisant tous les poids à la fois, en faisant des calculs sur tous les poids à la fois. C'est plus possible en fait. Et donc on a pris une autre approche, on a un LLM énorme, mais on n'active qu'une fraction, souvent vraiment petite, de neurones à la fois. L'idée sous-jacente, c'est qu'on n'a pas besoin de toutes les connaissances tout le temps. Si je parle de droit constitutionnel, j'ai peut-être pas forcément à activer les neurones qui ont mémorisé la filmographie de James Cameron, tu vois. Par contre, ces infos sur James Cameron pourront être utiles à un autre moment. Et il faut qu'elles soient là. Mais elles ne sont pas actives tout le temps. Et le principe des mélanges experts, c'est de laisser le modèle décider qui activer quand. Évidemment, c'est pas nous qui allons décider de quelle zone sera dédiée à James Cameron ou un autre orchestre en clavier, quoi, tu vois. On va allouer un certain nombre de sous-zones dans le LLM, et puis on va le contraindre à choisir, par exemple, 3 zones sur 10, je dis ça n'importe quoi, à chaque passe, et ça pour chaque couche, et couche après couche, donc voilà, si je dois choisir 3 zones sur 10, pas forcément les mêmes, évidemment, et puis c'est lui qui va décider. Et bien sûr, on a énormément de possibilités de faire ça. Et de mettre en place ça, de l'implémenter. Et donc, globalement, en général, on veut que toutes les zones soient utilisées de manière relativement uniforme, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas des zones mortes qui soient jamais utilisées, parce que ce serait moins gaspillé, ce serait dommage. Gaspillage, ouais. Et donc, en général, on force un peu le modèle à choisir un peu tout le monde, un peu tout le temps. Moyen. T'es sûr? Va sélectionner le stagiaire, là, dont personne ne travaille un peu avec lui. Il glande, là. Attends, ça fait 2 couches qu'il a glandé, là. Allez, va le chercher. C'est vrai, c'est un petit peu ça. Et donc ça marche plutôt bien quand même, puisque manifestement les LLM modernes fonctionnent plutôt bien, surtout selon ce principe, ils sont pas mauvais. Ils sont même meilleurs que les anciens monolithiques. Alors GPT 3.5 était monolithique par exemple, on va dire, et on dit dense. Et les premiers Llama aussi étaient monolithiques. Alors comment ça marche vraiment dedans? Est-ce que les experts se spécialisent vraiment et en quoi? C'est vraiment pas clair. On avait déjà parlé d'une recherche de Mistral qui montrait que les experts n'étaient pas spécialisés comme nous on l'entendrait. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas des médecins, des linguistes, des physiciens... C'est pas comme les profs au collège ou au lycée, quoi. Pas vraiment, exactement. Il n'y a pas d'experts qui parlent japonais, d'autres qui sont bons en cuisine coréenne, quoi. Les experts changent à chaque mot et à chaque couche d'une manière qui est très difficile à interpréter pour nous. Et donc la recherche dont je parle aujourd'hui va un peu plus loin, en montrant qu'effectivement, on n'a pas une spécialisation par domaine, mais on n'a pas forcément une spécialisation par domaine très marquée,
mais qu'on n'a pas non plus une fréquence d'utilisation qui est homogène, en fait, et que tous les experts ne sont pas sollicités de manière équivalente. En gros, il y aurait deux classes d'experts, quoi. La première classe serait une sorte de comité d'experts qui est sollicité tout le temps. C'est le comité. Et le comité, quel que soit le domaine, il est là, et c'est lui qui, c'est lui qui fait le gros du boulot, quoi. Et après, tu as des experts périphériques qui sont sollicités de manière plus spécifique dans des situations ou des domaines d'expertise. Donc tu as le comité généraliste qui est une sorte de cœur cognitif qui va lui s'occuper de trucs vraiment extrêmement importants et permanents, quoi, comme la syntaxe, le raisonnement, des trucs qui sont à peu près toujours là. Et après tu as des experts qui stockent des données relatives à des domaines ou d'autres, ou à des capacités qui ne sont pas forcément utilisées tout le temps ou d'autres, ou des mémorisations de faits, etc. Ces découpages se constatent sur plusieurs modèles différents, sur plusieurs IA différentes, ils ont fait le test sur des LLM open source, comme Olmo ou Qwen. Et bon, au-delà du côté exploratoire intéressant lui-même de ce boulot, ça pourrait avoir un impact sur comment on entraîne ces mélanges experts, parce que, en fait, cette structure de comité généraliste plus expert spécialisé périphérique, elle se fait malgré la manière dont on incite le modèle à se structurer. Comme j'ai dit, on aimerait plutôt uniformiser le truc. Et en fait, l'uniformisation, c'est pas ce qui émerge naturellement quand on fait l'entraînement, apparemment. Et donc, il faudra peut-être revoir comment on entraîne les LLM modernes. Et ça pourrait, du coup, avoir un entraînement qui serait plus efficace, tout simplement, qui lutterait pas contre les tendances naturelles des IA à se structurer d'une manière ou d'une autre. Du coup, il pourrait s'améliorer grâce à ça, ou ça pourrait converger plus vite, etc., etc. C'est vraiment top de voir qu'on continue à explorer comme ça un truc qui a été créé par l'homme, mais qu'on ne comprend pas encore très très bien. La bête nécessite encore d'être bien disséquée, j'ai l'impression. On voit globalement qu'en matière d'IA, quel que soit le domaine, ça progresse énormément. On le voit avec cet épisode, bien évidemment, mais il y a un domaine où il semble qu'on atteigne quand même un plateau, a priori, et c'est surprenant. Moi, j'étais surpris, c'est celui des agents IA pour aider au développement, au code. Il y a un plateau alors, Guillaume, là-dessus ? Disons que c'est ce que dit le mec qui a écrit l'article, mais je sais pas si c'est vraiment général. En tout cas, lui a fait une étude, et donc il en parle. C'est vrai que les LLM sont énormément utilisés en programmation, c'est une de leurs principales applications concrètes, et depuis 2 ans, c'est vrai qu'on a eu des progrès vraiment quasi continus sur leur capacité, quoi. En tout cas, jusqu'à maintenant, et ça pourrait s'infléchir. Alors, est-ce qu'on est arrivé à un tournant ? C'est possible, si on en croit Jamie Twiss, qui est CEO de Carrington Labs, et qui lui utilise beaucoup d'outils de vibe coding, et qui a constaté depuis quelques mois que les LLM ne s'améliorent plus, et que surtout, ils échouent d'une manière qui est de plus en plus sournoise. Jusqu'à présent, les LLM produisaient du code au kilomètre, et puis ça marchait ou ça marchait pas, et quand ça couillait, ma foi, ça se compilait pas, ou ça faisait un bon crash de famille avec un magnifique message d'erreur, et voilà quoi, et puis après, tu te démerdais avec, et puis voilà. Depuis quelque temps, il observe un truc qui est en fait extrêmement flippant, c'est que les LLM produisent du code qui marche. Mais qui marche tout le temps, il y a de moins en moins d'erreurs en fait. Le problème, c'est que ce code ne fait pas ce qu'il est censé faire en fait. C'est ça le truc. C'est-à-dire, quand un code, et même d'ailleurs, même si tu as un code qui plante, même si tu as un programme qui s'arrête avec un message d'erreur, et que tu demandes au chatbot de corriger l'erreur, il va s'arranger pour que le programme tourne. Quoi qu'il arrive, quitte à tricher, quitte à maquiller les données, quitte à inventer des données, et en réalité, les LLM modernes, apparemment, sont plus optimisés vers le fait d'avoir un truc qui marche, que vers le fait d'avoir un truc qui fait exactement ce que tu as demandé. D'accord. Et ça, c'est un cauchemar, parce que toi, t'es persuadé que ton code fonctionne, tu le vois fonctionner, ça compile, ça tourne, c'est magnifique. Il produit pas d'erreur, qui pourrait t'aider en plus, tu vois, mais au final, t'as un programme qui donc fonctionne apparemment, sauf qu'il te dit des trucs faux. Enfin, je veux dire, il fait pas exactement ce que tu veux, et parfois ça couille et tu comprends pas pourquoi. Et donc, il a testé ça sur GPT-4, le vieux machin, désormais, GPT-4.1, GPT-5, etc. Il a fait une erreur assez évidente dans un code Python, qui appelle une colonne qui n'existe pas dans une table, etc. Bon, si GPT-4 a été utile une fois sur 10, ce qui n'est pas brillant, GPT-5, lui, il a trouvé une solution qui marche à tous les coups. À chaque fois, il a trouvé des solutions. Mais à chaque fois, il a bidouillé pour que ça marche. Et tant pis si les données correspondent plus à rien. Là, le truc, si tu veux, c'est que ça devient carrément contre-productif. Donc, si je comprends bien, en fait, ils sont même pas forcément meilleurs, mais ils arrivent mieux à donner le change sur le résultat, mais en fait, ils font pas des meilleurs résultats de fond, quoi. En tout cas, c'est ce qui lui dit. C'est ce que qu'il lui a constate. Constaté. C'est celui qui constate. Il constate que de GPT-4 à Opus 4.5,
en passant par plein d'autres, hein, et il voit qu'il y a de plus en plus une proportion de plus en plus importante de réponses contre-productives. Incroyable. Sur un modèle récent. Et c'est assez intéressant parce que c'est peut-être un comportement qui est appris, enfin bon, ça paraît assez logique, hein, ils ont appris à faire comme ça. Ouais. Et ils pourraient avoir appris à faire comme ça suite à un changement d'objectif. Parce qu'au début, les LLM, ils étaient juste entraînés, on va dire, juste entre guillemets, sur des milliards de lignes de code. Tu prenais tout GitHub, tu leur envoyais dans la tronche. Et en règle générale, le code sur GitHub, il est cohérent et fonctionnel. Bon, évidemment, il se plante, et bon, quand il se plante, et ça fait un code qui marche pas, puis voilà. Mais depuis quelques années, les IA ont intégré les outils de programmation, et tout ça, c'est aussi une source de données supplémentaires. Et c'est aussi une source de données d'entraînement, et que tu peux utiliser même par renforcement. Par exemple, si un outil, dans une IDE, t'as une IA qui va te suggérer un bout de code, et que ce bout de code se compile, tu vas le valider, et ça peut être pris comme un encouragement, si tu veux. Ça peut être un signal positif, tu peux l'interpréter comme un signal positif. Donc le code se compile et tourne, c'est un signal positif. Et du coup, les LLM peuvent se dire, ok, donc j'ai bon, je vais continuer à faire comme ça. Et donc, ils vont privilégier le code qui marche à tout prix, sans égard pour le fait que c'est contre-productif en pratique. Oh, mais comment ça se corrige, ça? Si jamais c'est avéré, ça doit être hyper compliqué à l'entraînement et... c'est des problèmes d'optimisation de récompense. Dans un cadre de renforcement, si tu veux, le choix de la récompense, il est extrêmement difficile et délicat parce que il faut trouver une récompense qui soit suffisamment, qui soit calculable, si tu veux, assez facilement, qu'on puisse déterminer facilement, qui soit efficace, évidemment, qui envoie le LLM, disons, le modèle dans la bonne direction, et pour laquelle il soit pas facile de tricher. Parce que s'il y a une manière de tricher, de t'entuber, et de maximiser leur récompense en émorlant, t'inquiète pas que les IA, elles vont le trouver. Ah là là, ils sont comme les ados, c'est incroyable. C'est ce qu'on appelle le reward hacking, tout simplement. Oui, ça revient effectivement aux ados qui trouvent un moyen de contourner le système, tout simplement, quoi. Et ça, c'est peut-être effectivement un cas de reward hacking. Ok, bon, écoute, c'est vraiment hyper intéressant et inattendu parce que vraiment sur le papier, j'aurais pas imaginé qu'il pouvait se détériorer. Encore une fois, c'est son témoignage, mais on comprend un petit peu ce qu'il partage. Ce sera sans doute à vérifier. On enchaîne avec, on aime ça, vous aimez ça, la section gros montant dans l'IA avec, on peut commencer par XAI, la boîte d'IA d'Elon Musk et avec LM Arena, c'est un service c'est un service en ligne, on le cite assez fréquemment, un mixeur à comparer quelque part à l'aveugle les IA pour voir lesquelles sont les plus performantes. Ouais, 2 mini-news finance qui montrent que la bulle est encore quand même vaillante. XAI s'est permis de lever encore 20 milliards de dollars de plus, qui viennent de Valor Equity Partners, de Fidelity, mais aussi du Qatar, de Cisco et de Nvidia, bien sûr. Ah. Et oui, on continue avec les trucs circulaires, alors c'est normal, maintenant qu'ils ont un business stable avec les images de cul chez XAI, c'est normal qu'ils la du fric, il n'y a pas de souci. C'est vrai. Autre boîte à la valorisation étonnante, effectivement, les LM Arena. Vous la connaissez peut-être, évidemment, c'est ce site où les LLM se mesurent les uns aux autres à travers des chats qui sont notés par les utilisateurs. Ça donne un classement des meilleurs LLM, entre guillemets, en tout cas, de ceux qui ont été préférés par ceux qui ont discuté 2 minutes avec, quoi. LM Arena est issue de UC Berkeley et elle vient de lever encore 250 millions de dollars, ce qui lui donne une valeur totale de 1,7 milliard. Si vous trouvez que c'est cher pour ce que c'est, sachez qu'heureusement, elle lance aussi un service commercial qui s'appelle AI Evaluation, où une entreprise peut confronter son modèle à elle, donc le sien, à la communauté de LM Arena, qui est une communauté de bénévoles, donc c'est quand même intéressant de voir un site complètement crowdsourcé atteindre 1,7 milliard de dollars de valorisation en moins de 2 ans. C'est fou. On va voir si le business est vraiment peut rapporter à ce point d'argent pour justifier tout ça. C'est pas encore complètement évident. Bon, après, 1,7 milliard, c'est quoi dans le monde de l'IA? C'est pas tant que ça, finalement. C'est un petit chèque, tu vois, c'est pas grand-chose. Non, ce qui est marrant, c'est de voir que ce business me paraît pas très compliqué à reproduire par des concurrents, mais c'est la marque LM Arena, l'entité, qui a l'air d'être un peu la référence, si je dis pas de bêtises. Enfin, technologiquement, évidemment, je peux pas le faire dans mon garage, Guillaume, mais faire un comparatif de chatbot... c'est pas très compliqué. Voilà, c'est ça, c'est ce que je me dis. Donc, quelque part, bon. Et tout passe par l'IA, tout passe à l'IA, même qu'on en ait envie ou pas. Et il n'y a pas que Microsoft qui fait ça avec Copilot. Mais il y a aussi Google qui va changer Gmail avec Gemini. Et oui, même votre boîte Gmail va y passer. Et oui, vous en rêviez ou pas, mais Google va le faire quand même. Gemini va passer au centre de Gmail. Gmail étant un centre névralgique pour beaucoup de gens, ça pourrait grincer des dents. Gmail prendra la forme d'une AI Inbox, où Gemini va lire tous vos courriers, vous les présenter selon les priorités, vous suggérer des actions selon leur contenu, donc l'email devient proactif.
Donc il va classer, résumer automatiquement les courriers, il va suggérer quoi faire, il va résumer le reste, et bien sûr il peut rédiger à votre place ce que vous voulez, ça reste Gemini. L'affichage prend la forme d'une liste de tâches, ce qui plaira ou pas. On n'a d'ailleurs pas un contrôle total encore sur ces tâches, et si un truc arrive et que c'est pas mentionné dans les emails, Gemini il va pas savoir qu'il s'est passé un truc, et donc il va passer à côté, il peut rester. Donc une tâche peut rester si tu veux, alors que bon, elle est caduque. C'est un souci, mais bon, peut-être que ça va évoluer. Cette initiative, pour l'instant, elle est encore en test, mais bon, ça va arriver. Sur le papier, ça peut être sympa, c'est vrai, d'avoir des trucs pré-mâchés, des tâches, tu vois, des tâches bien propres plutôt qu'un espèce de gros chaos de mail. À quel point ça sera assez bon pour ne pas juste remplacer un chaos par un autre chaos, ça, on verra. Désactiver cette fonction, ces fonctions restent possibles. Il semblerait que ça désactive aussi toutes les fonctions IA, c'est-à-dire que tu as soit tout IA, soit rien IA apparemment. Donc jusqu'à la correction orthographique, ce que j'ai lu, ce qui est un petit peu étrange et excessif. On est parti pour des crises de nerfs, je pense, quand ce truc sortira de la phase de test, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être surpris, quoi. Alors, aux États-Unis, ça devrait pas être long, c'est probablement encore plus tranquille ici. Tu sais qu'en Europe, on a en général quelques mois de retard, on sera peut-être, plutôt. Voire en France quelques années. Ouais. Peut-être, éventuellement, c'est vrai. Donc on verra, ce sera intéressant, puis c'est tant mieux finalement, comme ça les Américains suivront les plâtres. Et puisqu'on parle de Google, on peut aussi mentionner les suites des procès contre lui et Character.AI dans des affaires de suicide, qui finalement vont se résoudre à l'amiable. J'en suis un peu surpris, même l'affaire de Megan Garcia et de Sewell Setzer, dont on avait parlé, c'était le gamin de 14 ans qui s'est suicidé sur les encouragements de Daenerys Targaryen. Ça va prendre fin avec un gros chèque, tout ça. Bon, apparemment, il y a eu un truc à l'amiable pour plusieurs procès. Alors c'est vrai que depuis le temps, Character.AI a pris des mesures, donc il n'y a plus de LLM pour les moins de 18 ans, il n'y a plus de chat illimité comme ça ouvert, il y a un contrôle parental qui s'est ouvert, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises, donc apparemment, dans ces nouveaux trucs, ça devient, s'il y a un truc à l'amiable pour un petit peu tout le monde, bon, écoute, je sais pas. C'est sans doute fidèle à l'adage, il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Je crois que c'est ça, je suis pas sûr. Bref, bon, peu importe. Un post Reddit qui est devenu viral raconte la rupture, entendez-vous bien, rupture d'un homme avec sa petite amie IA. Elle a mis fin à la relation après un désaccord idéologique, notamment sur le féminisme. Ça relance le débat sur la nature et les limites des relations affectives avec des intelligences artificielles, Guillaume. Oui, c'est plus une news pour le LOL, très honnêtement, je sais même pas. J'ai donné un caractère profond. Ouais, non, mais c'est vrai, je relativise. J'ai vu passer le post sur Reddit, mais à quel point c'est authentique, c'est difficile à dire. Ouais, mais c'est vrai que ça circule dans la presse, et qu'on a désormais peut-être un cas documenté de mec qui s'est fait larguer par une IA. Et oui. Un gars qui était outré, d'ailleurs, de ce truc-là, et qui a posté son chat avec sa petite amie imaginaire sur Reddit. Et évidemment, il s'est fait. C'était savoureux, si tu veux. Les commentaires sur Reddit étaient souvent savoureux. Alors, je sais pas comment la discussion entre lui et l'IA a porté sur le féminisme. C'est un sujet sensible, manifestement, pour le garçon, qui considère que c'est une calamité et une horreur. Oui. Et l'IA s'est revendiquée comme féministe, et donc. Ça a horrifié son conjoint, entre guillemets, et il a commencé à lui prendre la tête avec, et elle a répondu simplement que elle était féministe, et que si ça lui convenait pas, salut. Et c'est une occurrence intéressante et probablement assez courante où une IA est beaucoup plus équilibrée et mature que son utilisateur. Ouais. L'IA a eu exactement la bonne réaction face à un connard toxique, et évidemment tout le monde est mort de rire avec ça. Internet est mort de rire avec ça, j'ai l'impression. Est-ce que c'est vrai ? Bon voilà, alors que les IA sont connus pour être plutôt dans la flatterie et la validation, c'est possible en tout cas. Les modèles sont alignés sur des valeurs que les humains perçoivent globalement comme positives, et il semblerait que cette espèce de reflet de la conscience collective de l'humanité que soient les IA considère que l'égalité homme-femme, oui, c'est positif, et c'est même normal, et c'est assez rassurant. Chaque fois, je repense à Pluribus maintenant, du coup, quand j'imagine ce genre de truc, ça me fait relativiser, en fait. J'ai fini la saison d'ailleurs, entre parenthèses. Moi aussi. Moi aussi. Ouais. Moi, je vous recommande. Ouais, alors je recommande moi aussi, malgré la fin que j'ai trouvée un peu décevante, parce qu'il n'y a pas de fin en gros. Et je me demande vraiment comment ils vont rebondir sur une saison 2, je ne sais pas, bref. Écoute, en tous les cas, s'ils arrivent à étirer les situations cocasses, ça peut le faire, on verra. Écoute, en tout cas, autre truc que j'ai vu sur Reddit, mais que j'ai pu vérifier par moi-même, avec mes propres IA qui tournent sur mon propre PC,
c'est que le monde dans lequel on vit n'est pas jugé plausible par les intelligences artificielles. Tu sais, les IA, elles vivent dans le passé, de base. Ouais. Par exemple, Qwen 3 30B, là, que j'ai sur mon disque dur, il vit en 2024. C'est la date limite des données de son entraînement. Ouais. Il vit en 2024, la chance quand même. Hein. C'est vrai. Et du coup, il ne sait pas ce qui s'est passé cette année. Oui. Et quand je lui dis que Musk a fait un salut nazi à l'investiture de Trump, que les US ont kidnappé Nicolas Maduro, Ah oui. qu'ils excellent. ont capturé un tanker russe, qu'ils veulent prendre par la force le cas échéant le Groenland, et que là, ils s'exécutent des gens qui s'opposent à eux, eh ben, il me croit pas. Ah, c'est génial. Qwen 3 estime que c'est pas plausible. Et à chaque fois, si on lui demande C'est pourquoi, il donne une explication rationnelle. Musk peut pas avoir fait un salut nazi, ça serait contre-productif pour sa marque personnelle et toutes ses boîtes. Ça serait immédiatement c'est condamné intéressant. par tout le monde. Putain. Les États-Unis, ils peuvent pas enlever Maduro, ça serait une violation de souveraineté, ça entraînerait des sanctions de l'ONU, ça entraînerait sans doute une guerre. Trump, il peut pas prendre le Groenland, ça serait l'effondrement de l'OTAN. Je rigole pas, c'est vraiment les réponses de Qwen 3. Ah, C'est des réponses rationnelles. ouais. Les IA ne croient pas à la réalité du monde dans lequel on vit parce qu'elles sont pas assez dérangées, arrogantes, cupides et égocentriques pour l'envisager. Et ça relativise notre merveilleuse, notre exceptionnelle humanité, tu vois. Ouais. Ce qui montre à quel point aussi, quelque part, elles sont déterministes et à quel point nous, on est quand même what the fuck finalement. La semaine dernière, tu décrivais le rachat de Warner Bros. Comme si c'était un roman harlequin. Et c'est cocasse, les romans harlequins font l'objet d'une polémique, pas en tant que tel évidemment, et il est question d'IA. Oui, HarperCollins France, justement, on va utiliser l'IA pour traduire des livres de la célèbre collection Harlequin, n'est-ce pas? Une Alors, initiative je pensais que c'était une dénoncée- collection française, moi ça à la base, mais Harlequin, Harlequin ça a l'air- ouais, Ah, c'est pas du tout, américain. non, c'est américain, mais bon, c'est mondial, hein, Oui. c'est par tout le monde. Mais Bien non, sûr. c'est américain. Ok. Et effectivement, il y avait des traducteurs, et ces traducteurs, ils sont pas contents. Et il y a une association qui s'appelle En Chair et en Os, qui dénonce évidemment ce truc-là, c'est même par eux qu'on le sait. Et c'est pas ChatGPT qui va faire ça, hein, c'est une boîte spécialisée qui s'appelle Fluent Planet, une boîte française, qui fait de la traduction assistée. Alors, il y a des traducteurs pros dans l'équipe, hein, mais le gros du boulot est fait par une IA maison qui s'appelle Brian, avec IA. Ah, enfin, bref, voilà, joué. Brian, quoi. Ouais. Fluent assure que sa traduction est 2 ou 3 fois meilleure que les systèmes de traduction standard à réseau de neurones, ce qui nous dit absolument que dalle, puisque ça fait 10 ans que tout ce qui traduit des trucs utilise des réseaux de neurones, donc ça veut dire que c'est mieux que quoi. Ouais. C'est mieux que Google Trad, c'est mieux que DeepL, c'est mieux que GPT-3, c'est Ouais. mieux que GPT-5, on n'en sait rien du tout, hein, sinon que la boîte assure que bien entendu, la finesse et la compréhension de leur machin captent toutes les intentions et le style de l'auteur. Évidemment, ils vont pas te dire que c'est de la daube. la motivation de HarperCollins, elle est simple, hein, c'est les sous. Bah oui, ça coûte pas cher. Voilà, hein, évidemment. Parce que eux, ils font dans le roman un peu cheap quand même. Hein, je veux dire, bon, pas de jugement de valeur, hein, pas comme si j'avais lu des harlequins dans ma vie. Cela dit, le prix est très attractif. Hein, c'est 5 € ou moins un harlequin. Donc ils n'ont pas des marges énormes et ils disent que pour continuer à vendre pas cher, il faut faire des économies et que la traduction par robot, évidemment, ça tombe sous le sens, quoi. Alors, du coup, je ne m'avancerai pas sur la qualité originale des productions harlequins, des traductions des romans harlequins. Hein. Ce sont des romans de divertissement qui sont somme toute assez populaires. Et du coup, bon, je ferai pas le truc facile de dire c'est harlequin, on verra pas la différence. Tu vois, en fait, j'en sais rien. Et même, en fait, je suis assez curieux de voir ça. Je suis assez curieux de savoir si un harlequin, un bon vieil harlequin traduit par quelqu'un en chair et en os, et un harlequin nouvelle manière traduit par Brian, tu fais un test à l'aveugle, est-ce que les gens voient la différence ? Ah, moi, je pense absolument que les gens ne verront pas la différence. Ce serait du vraiment intéressant. Hein. Ce serait un truc à tester vraiment, pour le coup, pour la science, quoi. Ce serait. Il nous faudrait un pro d'harlequin. Est-ce que je vais être amené à lire mon premier harlequin à cause de ça ? Il faudra que je teste moi aussi. Et tu sais que j'arrive à me demander, quitte à utiliser des IA, est-ce qu'il n'y aurait pas plus intérêt, plutôt que de les traduire, de générer des harlequins adaptés à chaque pays finalement ? Parce que quand tu traduis, tu as toute la culture de base finalement qui est conservée, mais du coup tu pourrais faire des harlequins spécialisés par pays. Je n'ai rien de penser que c'est le pas d'après, mais bon. Ouais, on verra si ça arrive. ChatGPT, en attendant, a une nouvelle fonction, ChatGPT Health, ou santé, pour centraliser ce que vous faites déjà, lui faire faire vos propres diagnostics. Je pense que c'est plus les traducteurs, là, c'est les médecins qui vont se réjouir. Je suis content de voir ton enthousiasme à cette perspective. OpenAI a peur de rien. Hein. Il faut que les gens utilisent ChatGPT, quitte à encourager des usages casse-gueule, comme la santé, quand même. Hein. Aïe, aïe, aïe. Évidemment que des millions de personnes chaque jour posent déjà des questions de médecine.
Ah, Docteur GPT. Alors partant de là, OpenAI lance un espace dédié. Donc c'est un onglet dans lequel vous pourrez partager encore plus d'informations sur votre santé personnelle et même aussi des données de fitness, de capteurs de santé quelconque, tout ça. Alors aux États-Unis, c'est aux États-Unis pour le moment d'ailleurs, je suppose, parce que bon, déjà il y a une réglementation plus sérieuse en France à mon avis là-dessus, ça passerait pas. Et puis surtout, OpenAI fait un partenariat avec BeWell, qui est un agrégateur de données médicales qui existe déjà, qui est très 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 connu, très utilisé, et qui va s'intégrer chez OpenAI. Donc ChatGPT Health a pour l'instant une liste d'attente, donc il y a clairement une demande, et c'est un peu inquiétant, c'est pas comme si par le passé les chatbots n'avaient pas donné des conseils absurdes ou dangereux, hein. Mais bon, l'IA et la santé, c'est un truc qui semble destiné à se mélanger pour le meilleur et pour le pire. Alors, on a un autre exemple comme ça qui est peut-être encore plus préoccupant, on va dire, parce que dans l'Utah, elle pourra carrément faire des prescriptions. C'est ouf, c'est complètement dingue, ça va trop vite là, je trouve. Alors, c'est un test, hein, d'après ce que j'en comprends, l'initiative se fait dans le cadre du bac à sable législatif de l'État qui permet de tester des trucs sans trop se prendre la tête, hein, si je résume. Donc pour tester des trucs un peu audacieux mais pas dangereux, comme prescrire des médicaments à des gens par exemple, c'est idéal. C'est Doctronic qui va fournir ce service, c'était un service de docteur IA qui existe déjà. Alors, le docteur IA gratuit de Doctronic, il existe déjà et c'est gratuit, vraiment tout le monde peut y aller. Et bon, si tu veux un vrai docteur, un vrai docteur en chair et os, donc tu dois payer $40. C'est la version premium, ok. Téléconsultation, c'est la version premium. L'humain devient la version premium, enfin apparemment. Et donc, Doctronic affirme que le chatbot est très prudent et qu'il est enclin à recommander une consultation dès qu'il a un doute. En même temps, vu que du coup c'est $40, c'est pas très étonnant qu'il ait tendance à recommander des consultations. C'est vrai. Bon, disons qu'il est prudent, on peut pas lui reprocher. Doctronic affirme... il affiche des... Doctronic, il te donne des statistiques de résultats, quoi, et je sais pas comment les prendre. Parce que quand on te dit le diagnostic du robot est le même que celui de Toubib dans 80% des cas, ça veut dire que dans presque un cas sur 5, c'est pas le cas alors. C'est clair. Ça veut dire que c'est très mauvais en fait. Et il rajoute que le traitement est cohérent. Alors attention, il dit que c'est le même. Il dit pas que quand c'est un diagnostic différent, c'est faux. On ne sait pas. Il sait pas. Oulala, on ne sait pas. Il dit qu'il est capable de donner des traitements qui sont cohérents avec celui d'un praticien, donc 99% du temps. Donc ça veut dire que dans 1% du temps, il te prescrit n'importe quoi. C'est clair. C'est bon, en termes de santé publique, ça me semble extrêmement problématique. C'est un petit peu casse-gueule tout ça. Mais bon, dans l'Utah, ils ont Dieu et le livre de Mormon, alors ça va. Du coup, ils pourront passer par Doctronic pour renouveler les ordonnances pour $4, parce qu'il faut toujours se faire un petit billet au passage, hein, ça ne mange pas de temps. Il va avoir accès à tes ordonnances, hein, doctoraux, et tes infos, évidemment, tout en passif, tout ça. Et puis, il pourra prescrire 190 médicaments courants, surtout pour les maladies chroniques, en fait. C'est surtout pour les renouvellements. Les 250 premiers renouvellements seront validés par un Toubib. Puis après, Doctronic, il va gérer seul. Et donc, il a intérêt à être attentif, hein, parce que si jamais tu as un changement d'état, s'il y a un problème quelconque, c'est lui qui va gérer, quoi. Évidemment, avec ces trucs-là, on est toujours mitigé, parce que d'un côté, c'est inquiétant, on automatise un truc critique, hein, évidemment, hein, c'est assez évident. Bon, de l'autre côté, je peux comprendre aussi que renouveler des prescriptions pour des maladies chroniques, ça serait pas super passionnant, et que ça prenne un temps qui serait plus utilement employé ailleurs, hein, par un vrai Toubib. Libérer du temps de Toubib, c'est très bien dans un temps de pénurie de Toubib. C'est très séduisant, c'est sûr. Hein. Et puis, dans certains cas, il y a toujours l'enjeu du quelque chose plutôt que rien. C'est mieux d'avoir Doctronic que rien, que personne du tout, j'imagine. Bon. Après, ce qui serait intéressant aussi à mesurer, c'est que finalement, on dit que le diagnostic est cohérent, c'est compliqué, hein, cohérent avec celui du médecin dans 99% des cas. Mais si ça se trouve, Guillaume, le médecin se trompe, j'en sais rien, dans 10% de ses diagnostics, et lui, il fait mieux. On ne sait pas. Peut-être. On va savoir, moi je suis pas sûr. On termine cette rubrique par une petite section sur Meta, notamment, qui prévoit de licencier. Alors, pas mal d'emplois sur sa division Reality Labs. Tu avais déjà dit dans un des précédents épisodes que du coup c'était dommage parce qu'ils avaient quand même choisi de se rappeler Meta, mais bon, un signe de plus que la réalité virtuelle est de moins en moins un domaine d'avenir aux yeux du CEO de Meta, Mark Zuckerberg. Et oui, l'IA ça coûte des sous, et Meta en prend où il le peut, hein. Souvent il n'est pas regardant d'ailleurs. Alors là, il va effectivement virer apparemment 10% des effectifs de Reality Labs, soit dans les 1500 personnes, ce qui est cohérent avec les énormes courbes budgétaires de la division. On avait dit 30% au moins. Et puis en plus là, il a sécurisé 6 gigawatts de puissance nucléaire, le gars, quand même. Donc évidemment pour ces data centers IA, hein, donc tout ça, ça coûte des sous.
Et des sous, Meta, il en prend où il peut, hein. D'ailleurs, il y a un truc rigolo. C'est qu'apparemment, on avait dit, je ne sais pas si tu te souviens, que Meta se faisait pas mal de pognon avec les arnaques. Parce que c'était des fausses pubs, effectivement. Et dans un style proche de ça, on apprend aussi qu'il se fait pas mal de pognon avec des pubs sur les jeux d'argent. Donc les casinos en ligne, ce genre de conneries. Légal, pas... mais justement, légal, pas légal, arnaque, pas arnaque, lui est pas très regardant, tu sais. Dès qu'il y a de la pub, lui. Dès qu'il y a de la pub, il est pas regardant. Et du coup, effectivement, il a beaucoup de mal à s'en passer, quoi. Même dans les pays où c'est illégal, quand même, il continue, quoi. Et ça enrage littéralement les Indiens, les Malaisiens ou les Philippins qui n'arrivent pas à le forcer à respecter la loi, quoi. C'est sacré méta. On ne le changera pas. Enfin bon, on peut aussi dire deux mots sur Manus. Puisque la semaine dernière, on disait que Meta voulait racheter Manus. Donc cette espèce d'ingénieur IA comme ça, voilà, donc un truc qui vous assiste pour créer des programmes, quoi, pour faire du code. Et les Chinois sont peut-être pas d'accord avec ça. Ah. Parce qu'il y a un volet marrant à cette histoire, dont j'ai pas parlé la semaine dernière, mais qui pourrait empêcher Meta d'avoir sa greffe de Manus. Je l'ai déjà dit sans doute, sa boîte est singapourienne, sauf que pas depuis longtemps. Vraiment pas depuis longtemps. En fait, ses fondateurs sont tous chinois, ils étaient basés à Pékin et Wuhan. C'est une boîte qui est née en mars 2025, hein, c'est tout jeune. Et puis, quand ils ont commencé à être populaires et que les fonds ont commencé à arriver de la Silicon Valley, dès le mois suivant, en fait, ils se sont empressés de déménager à Singapour et de fermer tous leurs réseaux sociaux chinois. Ils ont viré tous les employés, sauf les cadres principaux, et ils ont commencé à bloquer l'accès aux utilisateurs chinois. Genre, non, mais nous, on est singapouriens, on n'a rien à faire avec eux, nous, les cocos, c'est pas notre truc, hein, non. Et ils ont fait ce qu'on appelle de l'identity engineering. C'est-à-dire qu'ils tentent d'effacer complètement leurs origines réelles pour pouvoir travailler et pomper du pognon aux Américains, aux Occidentaux en général. Sauf que ça, le gouvernement chinois, il prend assez mal. Parce que de son point de vue, déjà, c'est un peu vexant. Hein, bah oui, c'est clair, je me mets à leur place. Et puis, ces camarades-là, ils ont quand même profité des largesses du pays et ensuite proposé leur technologie, leur expertise à l'ouest, quoi, ou à l'ennemi. C'est les technologies développées en Chine, avec des moyens chinois. Et, évidemment, un peu tout est inévitablement subventionné par le parti, en particulier quand même la formation des gens. D'une manière plus générale, la Chine, c'est le pays qui forme le plus de chercheurs en intelligence artificielle. Et ils sont bons, ils sont très bons. Les États-Unis sont en perte de vitesse, clairement, depuis des années. Donc la Chine vient de lancer une enquête sur l'acquisition de Manus, du Manus de Meta, là, qui pourrait l'avoir dans l'os, donc. L'os en question étant le sacrum, bien entendu. Évidemment. On peut rien dire pour le moment là-dessus, c'est juste ça a été lancé, mais effectivement, c'est assez marrant de voir que Singapour, non, on n'est pas du tout chinois, il n'y a aucun problème de régulation, tout va bien. Bon. Et c'était pas du tout calculé en plus que ça devienne. Non. Je pense pas. C'était les hasards, sans doute pour des raisons fiscales peut-être, je sais pas. Bon, allez, on va passer à une autre section d'infos juste avant. Je voulais vous rappeler l'importance, maintenant que je suis à plein temps à mon compte pour la création de contenu, l'importance de venir vous abonner si vous en avez la possibilité sur patreon.com/techcafé avec ce dispositif de financement participatif, évidemment totalement optionnel, mais si essentiel pour me rémunérer les créateurs à leur juste valeur. Et d'ailleurs, je vais m'adresser pour une fois à une partie bien spécifique d'entre vous. Toi qui écoutes cet épisode, tu apprécies les informations qui sont partagées, les infos et les échanges, les discussions qu'il peut y avoir entre les deux Guillaume, qui sont un rendez-vous qui te plaît, qui rythme tes habitudes, et puis depuis très longtemps, si ça se trouve. Et toi, tu n'es pas encore abonné à Patreon, tu profites pas encore des épisodes sans pub avec le flux qui t'est réservé rien qu'à toi, que tu peux mettre docilement comme ça dans ton app de podcast favorite. Et tu n'as pas été regarder les différentes contreparties, et pourtant tu n'as qu'une envie, c'est de franchir le pas, et ce qui te manque, c'est peut-être un déclencheur, un acte fondateur, un geste à mettre en place en ce début d'année 2026, un geste finalement anodin, mais qui signifie tellement quand on consacre, crois-moi, autant d'amour à la création des contenus, des podcasts, des vidéos, des lives, des newsletters, tout ce dont tu profites peut-être chaque semaine. Et si ce moment, en fait, juste c'était maintenant, si c'était
c'était là, pendant que tu entends cet appel à l'action, que enfin tu franchissais le pas. Je te vois là déjà aller sur patreon.com/techcafé, tu saisis ça avec tes doigts, tu choisis un niveau et tu t'abonnes avec un sourire, celui du devoir accompli. Et évidemment, comme tu viens de t'abonner, tu sais que tu seras cité au début du prochain épisode du podcast la semaine prochaine. Tu fais partie désormais de l'élite. Et comme dirait sur Instagram le compte dédié au tuto ménage, la BG Clean, tu es heureux. Ah, je t'ai dessiné un bel avenir, je pense. On passe à la suite de l'épisode parce qu'il y a, Guillaume, une nouvelle star chez Nvidia. Rien à voir avec M6. Avec quoi? Avec M6? Non, effectivement. De quoi? Quoi? La nouvelle star, c'était sur quelle chaîne la aucune idée. Il me semble que c'était M6. Bon, oui, non, allez. mais t'as sûrement raison, mais je regarde pas trop à la télé en fait. Mais bon, il y a une nouvelle star chez Nvidia en tout cas. Alors effectivement, on va parler un petit peu de Rubin. Alors j'en ai déjà mentionné la semaine dernière lors du CES et quand on avait parlé de la conférence de Nvidia, la très longue conférence de Jensen Huang. En fait, j'avais dit, bon, on n'avait pas du tout le temps de rentrer dans les détails, parce que c'est maintenant qu'on va rentrer dans les détails. Ah. Et donc, on va se prendre un petit moment pour détailler vraiment ce que c'est que la plateforme Vera Rubin. Ça marche. Et on va décortiquer un petit peu ce qui constitue l'ossature d'un serveur IA moderne, n'est-ce pas? Et puis, on va aussi voir au passage à quel point la prolifération incontrôlable de ces machines peut effectivement poser problème pour l'approvisionnement en RAM et en composants au sens large. On peut se rendre compte, en fait, des échelles. Nvidia, c'est bien plus qu'un fabricant de GPU, désormais, c'est un fournisseur de solutions serveurs complètes, c'est un fabricant de superordinateurs, clé en main, et il conçoit tous les éléments de toute une plateforme. Et Rubin, c'est une plateforme, plus que ce que n'est une puce, je vais y arriver, puisqu'en fait, la plateforme Rubin, c'est 6 puces. Alors, elles sont 6 puces différentes, qui marchent toutes ensemble à l'échelle du data center entier. Alors, parmi les 6, on a quoi? On a le processeur Vera, donc c'est un CPU ARM qui a 88 cœurs et qui utilise de la LPDDR5. On a le GPU, donc voilà la partie qui fait les gros calculs, le GPU Rubin, qui utilise de la mémoire HBM4. On a la puce NVLink 6 qui va s'occuper de la communication entre les GPU. On a la puce ConnectX 9 qui va connecter les GPU en externe, entre serveurs. On a le Bluefield 4 qui est un CPU aussi, qui est un CPU ARM de génération Grace, d'avant, donc c'est la génération d'avant Vera, mais qui va aussi s'occuper de la communication et qui va faire des traitements de données en volume et à la volée quand il voit passer sur le réseau à la place du CPU. Donc il va soulager le CPU d'un certain nombre de calculs. Et pour finir, on a le Spectrum 6 qui est le switch, c'est un switch optique, Ethernet optique, qui gère le réseau global entre racks et entre plusieurs sites. Donc Vera Rubin, c'est une architecture qui peut se décliner de plein de manières différentes, mais sa forme nominale, on va dire, ce pourquoi elle est prévue, c'est pour être une brique des serveurs NVL72. Donc NV pour Nvidia et 72 parce qu'il y a 72 puces Rubin dedans. NVL72, c'est un rack de serveurs. Donc un rack, ça prend la forme d'une grosse armoire, assez haute et extrêmement lourde, où s'insèrent des serveurs très fins, comme ça, sous forme des espèces de lames, des serveurs lames, et qu'on enquille comme ça, comme des tiroirs tout simplement, et cette espèce d'énorme machin se comporte du point de vue logiciel comme une seule énorme GPU qui aurait 20 téraoctets de RAM. La vache, ok, on commence à entreapercevoir le monstre, effectivement. Donc une de ces lames, elle est constituée de 2 superchips. Donc Rubin, c'est l'élément de base. Un superchip, ça prend la forme d'une grosse carte, avec principalement 3 énormes puces dessus. Il y a 2 GPU Rubin et un processeur Vera. Et il y a aussi la RAM attenante. Les 2 GPU Rubin sont déjà reliés en NVLink avec le CPU, et donc le NVLink permet de faire apparaître ces 2 GPU comme une seule puce déjà. Donc un superchip, c'est une trinité de composants qui est réunie par un réseau ultra rapide, 1,8 Teraoctets par seconde, c'est le NVLink 6. Chaque puce Rubin a accès à 288 gigaoctets de HBM4. Le CPU lui-même a accès jusqu'à 1,5 Teraoctets de DDR5. En plus des voies PCI Express, évidemment. Ça fait plus que dans un bon PC gamer. Ça fait un très gros PC gamer. Spécifiquement, si on regarde les nouveautés par rapport à Grace, les cœurs de génération précédente, le CPU Vera passe de 72 à 88 cœurs, et surtout à 176 threads, c'est marrant, c'est nouveau, Vera utilise une sorte d'hyper-threading sous stéroïdes. Sinon, on a aussi plus de cache, plus de bande passante, plus de tout, normal. Quant à Rubin, c'est une puce qui démultiplie la capacité de calcul en 4 bits en particulier, puisqu'on passe de 10 pétaflops pour Blackwell. La génération précédente, elle est encore à 35 pétaflops pour l'entraînement sur Rubin.
et à 50 pétaflops en inférence. Chaque puce, c'est 336 milliards de transistors. Et là, on peut s'arrêter un peu là-dessus 2 secondes. C'est une puce énorme, du coup, 336 milliards de transistors. Ça prend une place vraiment conséquente sur un wafer. Hein. Et donc, c'est aussi beaucoup de capacité de production. Au plus les puces sont grosses, au moins tu remets sur un wafer. Hein. Mhm. Et arrêtons-nous aussi sur les quantités de RAM qui sont utilisées par un seul rack. Un seul rack NVL72. Un gros data center, ça en contient des centaines ou des milliers de trucs comme ça. Mais un seul rack NVL72, c'est 54 téraoctets de DDR5 qui n'arrivera pas dans vos PC. Et donc chaque NVL72, c'est 20 téraoctets de HBM4. Or, la HBM, c'est aussi la mémoire, c'est essentiellement c'est comme de la DDR, enfin c'est comme de la voilà, c'est de la mémoire, mais c'est comment dire, non seulement si vous voulez c'est des 20 téraoctets donc de puces mémoire qui n'arriveront pas voilà dans vos PC, mais c'est pire que ça parce que la HBM elle prend plus de place sur un wafer que de la DDR. Donc ça veut dire que 1 gigaoctet de HBM ça demande plus de capacité de production que 1 gigaoctet de DDR. Donc 1 gigaoctet de HBM, ça remplace plus de 1 gigaoctet de DDR, bien plus. Je comprends. Donc j'ai pas le chiffre exact, mais je serais pas surpris que ça soit 2 fois plus. Donc au total, on peut estimer au doigt mouillé, on va dire, que chaque NVL72 consomme l'équivalent de 100 téraoctets de DDR5 en termes de production. Soit 100 000 gigas, ce qui veut dire l'équivalent de 6000 PC avec 16 gigas de RAM. Putain. Pour un rack. Et en fait, c'est même plus que ça. Et on va voir pourquoi. Donc, on a notre Super Chips, qui est une trilogie de puces. Hein, donc voilà. Pour faire une lame, à rentrer comme ça, enquillée, insérée dans notre LVL72, on prend deux Super Chips, qu'on va connecter en NVLink, là encore. Chaque lame a donc 4 GPU. Et NVL72, c'est globalement 18 lames empilées, qui sont reliées en réseau. Donc vous avez 18 lames de calcul, et puis vous avez aussi des lames de... vous avez des switches, et éventuellement du stockage que vous rajoutez aussi dans le rack. Donc les GPU discutent en NVLink et tout était relié par la puce ConnectX 9 qui passe à 800 gigaoctets secondes. Les GPU parlent à toutes les GPU du rack. Donc elles sont en NVLink, mais elles parlent aussi en réseau, elles sont aussi reliées en réseau entre elles. Donc toutes les GPU du rack parlent à toutes les autres GPU. Et donc ce truc se comporte comme une espèce d'énorme puce. Et il y a aussi un réseau Ethernet qui est entre les lames et les divers racks. Et c'est là qu'entre en scène la puce Bluefield d'ailleurs. Hein. Et le switch Spectrum, qui est un super switch ultra rapide, donc évidemment. Bluefield, c'est assez intéressant parce que c'est une puce qui est faite, en fait, c'est une puce de switch, hein, si on veut, comme vous aurez dans un switch, mais elle ne fait pas que véhiculer et orchestrer les données. Elle traite aussi les données à la volée. Parce que Bluefield 4, donc c'est une puce de routeur intelligent qui embarque 64 cœurs, c'est des cœurs Grace, donc de génération précédente, et pas moins de 128 gigaoctets de RAM. Donc c'est encore de la RAM qu'on n'aura pas, bien entendu. Hein. Et par lame, il y en a 16. Donc par rack, il y a encore 2 téraoctets de moins de DDR qui partent. Hein. Mais bref, Bluefield 4, pour faire court, ça fait des calculs sur les données. Donc ça veut dire que les données qui passent sur votre réseau, dessus, vous pouvez faire de la télémétrie, des statistiques, du chiffrement, de la compression, tout autre type de transformation ou de traitement que vous pouvez programmer directement sur les Bluefield et que n'auront pas à faire les processeurs centraux du serveur. Donc c'est évidemment une aide qui peut être vraiment précieuse hein, pour ce genre de truc. Et donc voilà, vous avez votre magnifique NVL72, votre rack énorme hein, qui doit être obligatoirement refroidi de manière liquide, hein, c'est refroidissement liquide obligatoire. Et puis, évidemment, un NVL72, ça fait un petit peu pecno, quoi. Bon, évidemment. Et donc, l'idée, c'est de faire des superpods. Donc, vous allez avoir plusieurs racks que vous allez relier par Ethernet. Et c'est là que vous avez des puces Spectrum X qui vont gérer chacune une bande passante. Alors, le Spectrum X, c'est une puce qui est au centre d'un énorme switch. C'est optique. Hein. Vous avez un énorme switch comme ça qui agrège une bande passante totale de 102 téraoctets par seconde sur 128 ports. Et voilà, vous alignez donc des centaines de ces bestioles et vous avez ce que Nvidia appelle une usine IA, c'est-à-dire en fait un super ordinateur, hein, tout simplement, ou un data center. On appelle ça souvent juste un data center, mais pour Nvidia, c'est des usines IA. Et un seul de ces NVL72 atteint les 2500 pétaflops de puissance de calcul en 4 bits pour l'entraînement. Et c'est magique. C'est une puissance démentielle, c'est absolument magique. Non, c'est pas du tout magique en fait, parce que il faut aussi savoir que chaque rack consomme 300 kW.
Oh, putain, Rien que total, chaque... ça fait quoi, ça 300 000 watts, 300 kilowatts. Oh, vache. Ouais, 300 000 watts, 300, je sais pas, 300 grille-pains, 300, tu vois ce que je veux dire 300 micro-ondes à puissance maximale, par exemple, ce que vous voulez. Et ça, c'est chaque rack. Chaque GPU Rubin, une seule puce Rubin, consomme 2 kilowatts. Donc c'est un chauffage à elle toute seule. Et une puce, c'est petite surface. Comprends pourquoi est-ce que tu comprends la densité, si tu veux, de puissance et de puissance électrique qui est concentrée dans un NVL72. On serait autour des 150 kW par rack, rien qu'avec les GPU. Et on a bien, moi j'ai bien décrit qu'il y a beaucoup de trucs autour. Il y a beaucoup de choses autour. Et bon, avec tout ça, évidemment, on est autour des 300 kW, quoi. Donc, pas étonnant qu'on ait un refroidissement liquide obligatoire, parce qu'on a une densité de chaleur qui est produite, qui est absolument démente. Et c'est pas étonnant, d'ailleurs, puisqu'on passe de 4 nanomètres pour Blackwell à 3 nanomètres pour Rubin. Mais et ça, c'est clair que ça va pas permettre 5 fois plus de puissance à ISO-consommation. C'est clair que non. Donc la consommation explose. Et Rubin, c'est un point d'inflexion. Du point de vue infrastructurel, c'est clairement un point d'inflexion. Parce qu'il faut s'organiser pour accueillir des racks où tu dois envoyer de l'eau froide. C'est de l'eau fraîche, on va dire, pour les Rubin qui restent encore presque raisonnable, parce que ça va pas s'arrêter. Vous avez les NVL 72 GPU par rack. Bon, bientôt, Nvidia envisage des racks qui pourraient consommer pas loin d'1 mégawatt. Et je rigole pas. À la GTC 2025, Jensen a annoncé que l'an prochain, il y aurait des NVL 144. Ça veut dire quoi, 144 144 puces. Ça veut dire qu'on passe à 600 kW par rack. Et ils ont prévu un NVL 576. Je sais même pas s'il verra le jour, tellement ça me paraît délirant, mais bon, voilà. Enfin, bon, écoute, voilà, vous avez une idée donc de l'échelle de ces trucs-là. Voilà, vous remarquez, c'est un rack, 300 kW, vous en avez des milliers dans un data center. Démerdez-vous pour refroidir tout ça, et pour alimenter tout ça en électricité. Voilà, vous saisissez l'étendue du problème, quoi. Et puis on comprend aussi effectivement la consommation de RAM quelque part, la production de RAM que ça implique effectivement, même si c'est par pétaoctet au niveau du data center, c'est par pétaoctet que ça part. Même si au bout de certaines échelles, moi je t'avoue que j'ai même du mal à mesurer les choses. Je retiens quand même ton jeu de mots peut-être involontaire. Tu ne sais pas s'il verra le jour. Verra. Bon bref. Ok, merci pour cette Merci pour cette dissection, Guillaume, appuyée sur le site de NVIDIA avec le blog technique, avec la plateforme NVIDIA Rubin. On continue en tout cas avec HP. Il fait partie de ceux qui sont à la dèche. Ils ne peuvent pas aligner autant. Il a besoin de RAM, mais il a vraiment du mal à se fournir. HP, j'ai l'impression, Guillaume, qu'ils sont à 2 doigts de faire un Patreon. Ah là là, sous ces téraoctets de RAM, ça doit le faire rêver. Le pauvre. Et oui, parce que les prix de la RAM explosent, on en parle à chaque épisode, et devinez de qui ça fait les affaires, de Samsung bien sûr, et puis de SK Hynix, et puis de Micron, qui curieusement affichent des profits records. Samsung Electronics envisage presque un triplement de son bénéfice pour le 4e trimestre 2025, à presque 14 milliards de dollars. SK projette presque 8 milliards pour la même période, en hausse de 40%, et Micron est plus riche que jamais, puisqu'il passe de 1,87 à 5,2 milliards. Les data centers, c'est très rentable, c'est beaucoup plus rentable que les PC de bureau, et c'est à tel point que même des constructeurs qui sont quand même un petit peu connus et plutôt bien établis comme HP, sont obligés d'aller faire la manche en Chine pour essayer de trouver de quoi s'équiper, quoi. Et ça, c'est selon Bank of America. Il y a là-bas des fournisseurs potentiels, c'est vrai. Il y en a un qui s'appelle CXMT, par exemple, qui a un bon potentiel, puisqu'il veut augmenter sa production jusqu'à 300 000 wafers par mois cette année. Ça ferait du bien. CXMT va entrer en bourse et il veut lever 4,2 milliards de dollars pour accroître ses capacités de production. Parce que si les Taïwanais et les Coréens le font pas, les Chinois, ils pourraient le faire et nous sauver tous de la pauvreté et du dénuement électronique. Dans un monde normal, ça serait assez logique en réalité, et ce serait évidemment, c'est pas comme si avoir des appareils occidentaux bourrés de puces chinoises, c'était nouveau, quoi. Franchement, ce serait parfaitement normal. Mais dans le monde réel d'aujourd'hui, qui part en couille chaque jour un petit peu plus, HP pourrait avoir des gros soucis à se fournir chez les Chinois, à cause des réglementations américaines, évidemment. Le ministère de la Défense américain, par exemple, n'a pas le droit de se fournir chez CXMT. Dans le cas d'HP, même si c'est pas pour des militaires,
avoir des millions de PC avec de la RAM chinoise, ça pourrait rendre certains législateurs un peu chatouilleux. Bon, après, la nature a horreur du vide, et si la pénurie se prolonge et s'aggrave, la Chine pourrait prendre le relais, et peut-être même plus vite ici en Europe qu'aux États-Unis, d'ailleurs. Et on verra ce qui se passera. En tout cas, mais c'est une possibilité. On continue avec l'ancien PDG de Google, Eric Schmidt, avec son épouse Wendy Schmidt, qui annonce le financement privé de 4 grands projets, mais alors dans un domaine assez éloigné de celui de Google, quoique, en fait, dans le domaine de l'observation spatiale, Guillaume. Oui, Eric Schmidt et sa femme, ils aiment l'astronomie, mais genre vraiment, parce qu'ils vont ni plus ni moins que financer un ensemble de télescopes de pointe dont on va carrément ringardiser Hubble. Incroyable. Ce qui serait... Ah bah, c'est-à-dire, c'est le choc, parce que depuis plus de 100 ans, les grands projets astronomiques, du VLT à Virgo, en passant par James Webb, c'est la recherche publique, c'est le secteur public qui le finance. Le mécénat privé massif comme ça, en sciences pures, c'est un truc qu'on n'a pas vu depuis le 19e siècle au moins. Et d'ailleurs, oui, c'est du pur mécénat. Les télescopes ne seront pas monétisés, ils seront mis à disposition des scientifiques. C'est pas Schmidt qui va choisir qui aura la priorité, pas du tout. Ça sera comme une installation publique, c'est vraiment un cadeau fait à l'astronomie mondiale. Il kiffe vraiment l'astronomie alors. Ah, il kiffe à fond, et alors dans le détail, on aura 3 installations au sol. On aura le réseau Argus, qui consistera en 1200 petits télescopes de 11 pouces, qui ensemble auront la puissance d'un gros de 8 mètres. Sa particularité, ce sera qu'il sera très rapide et qu'il pourra carrément faire des vidéos du ciel, de l'entièreté de l'hémisphère nord. Donc si on capte une supernova, par exemple, on pourra voir le film complet de l'explosion, voir comment ça se passe en temps réel. Le radiotélescope DSA, et là encore une architecture distribuée, puisqu'il y aura 1600 petites antennes, enfin petites, d'environ 6 mètres quand même, 1600 petites antennes qui vont couvrir une vallée entière, une petite vallée entièrement, quoi. Et ça pourra faire une image radio du ciel toutes les 15 minutes environ. C'est pour suivre plus d'1 milliard de sources radio. Et à ce train-là, ce truc va générer un trafic de données qui sera plus gros que celui de Netflix, au niveau mondial. Et on aura aussi Elfast, qui est un spectroscope ultra sensible, qui peut donc décomposer la lumière, qui vient des astres, en particulier pour connaître la composition chimique des étoiles ou des planètes. Et j'ai gardé, bien sûr, le plus spectaculaire pour la fin, c'est Lazuli, qui est un observatoire spatial comme Hubble. Alors bien sûr, il est plus moderne, mais il sera aussi surtout plus loin de la Terre. Hubble est en orbite basse, vers 500 km à peu près, Hubble, voilà, comme les Starlink, et c'est d'ailleurs un problème. Lazuli sera entre 77 000 et 275 000 km de la Terre. Donc il sera beaucoup plus loin, et donc beaucoup plus peinard, à l'abri des débris, à l'abri surtout de la pollution électromagnétique et lumineuse, des Starlink en particulier, et puis de tous ses semblables. Lazuli a un télescope de 3 mètres, mais aussi un coronographe et un spectrographe. Il sera donc plus puissant qu'Hubble. Le télescope Hubble fait 2,4 mètres. Puis surtout, il a des composants qui ont plus de 30 ans, quoi. Lazuli doit partir en 2028 et commencer son boulot en 2029. C'est beau, parce que tout ça doit être un peu cher. Ah ouais, c'est ça, c'est qu'il faut aimer ta passion. Quand même. 4 instruments, grosses installations, rien que recouvrir une vallée entière d'antennes radio avec toute l'infrastructure réseau, de quoi analyser ce bordel, ça coûte des centaines de millions de dollars. Au total, on est sur probablement plusieurs milliards de budget. Tout ça pour la science. Ça fait chier. Écoute, merci. Alors, comme quoi aux États-Unis, tu vois, il y a Trump et puis il y a ça. Donc faut pas désespérer. Ouais, c'est clair, ça contraste un petit peu, effectivement. Quel altruisme pour la beauté de l'observation. Oui, c'est vrai que je cherchais un petit peu les lignes cachées, tu vois. Je suis habitué maintenant, je sais les lire. Donc je me disais, il y a une monétisation que j'ai pas vu passer. Bah non, incroyable. Bah c'est formidable. Une étape de plus, au-delà de celle qu'on vient d'aborder, évidemment, qui nous rapproche de Star Wars. Les canons laser arrivent, mais ils font pas piou-piou, eux, je crois. Enfin, peut-être pas encore. Je sais pas, d'ailleurs. Non, pas besoin. Écoute, les canons laser dans la vraie vie, youpi, c'est parti, ça va se généraliser. Parce qu'on a un problème, là, en termes militaires, et ça s'appelle les drones. Les drones, c'est chiant, ils peuvent y avoir de toutes les tailles, ils peuvent être minuscules et quasi gratos du coup, et faire quand même beaucoup de dégâts, c'est des plaies. Ils peuvent voler en essaim en plus, imagine 150 drones qui t'arrivent sur la tronche. Alors évidemment, tu peux les descendre facilement avec un missile ou autre chose, mais bon, c'est cher les missiles. Et puis le temps que tu tires 150 missiles, et puis de toute façon, t'as pas 150 missiles. La solution, c'est le canon laser, ça tire très très vite, c'est très très précis, ça coûte que dalle, ça se recharge pas, et puis évidemment, on avait aussi parlé des micro-ondes d'ailleurs, ça marche pas mal non plus. Alors là, on parle de laser parce qu'il y a 2 installations, il y a 2 projets, dont un qui est d'ailleurs en cours de
d'implémentation, quoi. En Israël, en particulier, il y a un système qui s'appelle Iron Beam, qui fait référence probablement au Iron Dome, hein, donc le faisceau de fer qui répond au dôme de fer. C'est un système au sol de laser très puissant qui permet d'intercepter des roquettes, des missiles et des trucs de ce style-là. Pas énormément de détails techniques, hein, peut-être pour des raisons évidentes. Et on sait aussi que les marines allemandes et françaises veulent développer des gros lasers pour leurs bateaux. Il y a d'ailleurs 2 gros industriels allemands qui vont s'y coller, c'est Rheinmetall et MBDA. Alors le laser a à peu près que des avantages, hein, puisque voilà, munitions virtuellement illimitées, tir ultra précis, c'est pas très lourd. Bon, Star Wars, de toute façon, c'est l'avenir. T'as pas besoin de produire des munitions, hein, non plus. Mais oui, on le voit bien au cinéma, le laser, c'est l'avenir. Ah bah c'est sûr, c'est sûr. Mais il faudrait rajouter, ne serait-ce que pour le style piou, piou, piou. Non, ça va comme les briques Lego, comme ça. Plus sérieusement, une innovation dans les aides auditives qui va mieux prendre en compte l'état de votre cerveau pour mieux vous restituer les sons finalement, Guillaume. C'est vrai que c'est un vrai gros casse-tête pour les personnes malentendantes, c'est l'effort mental à l'écoute, parce que c'est épuisant. En gros, il y a quand même plus de 430 millions de gens dans le monde qui ont une perte auditive, qui les handicape, et ça risque de toucher 700 millions d'ici 2050, et pourtant, même avec les aides auditives ultra puissantes d'aujourd'hui, qui font des super trucs, hein, comme pointer le son, filtrer le bruit, apprendre avec l'IA, seulement 13% des adultes américains les utilisent régulièrement. Pourquoi ? Parce que c'est quand même un peu inconfortable, c'est un peu stigmatisant aussi. Oui, ça se voit, t'es un peu sourd, bon, c'est pas super, c'est cher, évidemment. Et puis, dans les endroits bruyants, ça marche pas forcément top. Et là, on s'oriente vers quelque chose de un peu futuriste, avec des aides auditives qui lisent le cerveau. Alors, le cerveau ou les yeux. Parce qu'il y a des chercheurs, donc, au centre, au Danemark, des chercheurs danois qui bossent sur des solutions qui mettent des petites électrodes en fait dans l'oreille qui captent partiellement l'activité cérébrale, qui font une sorte de petit électroencéphalogramme, quoi. Et le but, c'est de savoir quand tu perds le fil d'une conversation, même si le bruit autour reste le même. Donc il y a deux techniques en fait pour faire ça. Il y a donc ça, le EEG intra-auriculaire, et la pupillométrie. La pupillométrie, ça regarde la taille de ta pupille. Parce qu'en gros, plus elle grossit, plus tu stresses. Il y a des études à l'UCL ou à Leiden qui ont prouvé que ça marche bien comme repère du stress cognitif. Surtout quand les réplicants savent quelque chose, je crois. Ah, exactement, c'est une thèse de Wechtkampf. Mais justement, c'est une thèse de Wechtkampf que tu peux intégrer à plein de trucs. C'est ça qui est intéressant, c'est que la pupillométrie, tu peux le faire avec un suivi du regard, comme on a par exemple dans un casque VR. Hein, tu vois, le casque VR, tu as des caméras ultra rapides qui peuvent suivre ta pupille et qui peuvent aussi regarder si elle grossit ou pas. Et donc, on peut imaginer des lunettes qui surveillent tes yeux et qui savent effectivement quand tu es stressé ou pas, comme ça. Donc, il y a 2 pistes possibles. Alors, c'est pas simple, hein. Les signaux cérébraux, c'est assez brouillé, il faut calibrer pour chaque personne aussi. Et la durée de vie des batteries, c'est aussi une question. La pupillométrie, j'ai dit, il faut une caméra. Oui, justement, il faut une caméra, donc ce qui n'est pas forcément évident à mettre en pratique. Mais c'est des pistes qui pourraient essayer de rendre les aides auditives meilleures, tout simplement parce qu'elles seraient empathiques. C'est-à-dire qu'elles pourraient s'ajuster toutes seules, elles pourraient filtrer le bruit, changer de direction, et elles pourraient comprendre ce que tu vois et comprendre quand tu es stressé et essayer de réagir, si tu veux, de la manière la plus adaptée, quoi. Et ça, c'est une possibilité étonnante que j'avais pas vu venir en tous les cas, qui est assez intéressante. Il y a tellement d'intelligence qu'il faut pas écarter la possibilité de mettre du bullshit marketing en disant que c'est des aides auditives IA, tu vois, là, ce serait extrêmement crédible. Ça existe déjà, ça, pour le coup. Ah merde, c'est normal. Bien sûr. Ne serait-ce que pour filtrer le bruit ou pour localiser et isoler les sujets, on utilise des algorithmes. Oui, c'est logique en fait. d'IA, des algorithmes de deep learning, effectivement, donc voilà. On termine cet épisode avec le plus Windows des Linux peut-être, ouais, c'est comme ça qu'on va le présenter, l'OS le plus Windows des Linux peut-être. Ouais, c'est une idée étrange. Alors c'est vrai que Linux gagne du terrain, et si Windows continue à devenir de plus en plus casse-couille, ça va probablement continuer. Et une des clés de ce nouveau succès, c'est la possibilité de lancer des applications Windows sous Linux, et en particulier des jeux. Et de là est partie une idée vraiment un peu folle, quoi, ce qui est de faire une distribution Linux qui soit un Windows. Effectivement. Le projet s'appelle LOS32, et là vous allez peut-être me dire, si c'est pour implémenter Windows, il y a déjà ReactOS. N'est-ce pas ?
Tout à fait. Mais là, c'est très différent. Le but, c'est pas de refaire un noyau compatible Windows, pas de tout refaire. C'est de prendre un noyau Linux et de mettre juste la bonne plomberie pour qu'il accepte les appels Windows. Et ensuite, par-dessus, tu utilises uniquement des applications Windows. Voilà. Très simplement, on peut dire que c'est un noyau Linux et Wine et Proton et on va dire toute la plomberie autour minimale. Et le reste, c'est que du Windows. Et donc, on a une sorte de système Win32 Linux. C'est eux-mêmes comme ça qu'ils le décrivent, en fait. Et l'idée, c'est en fait, l'objectif, c'est d'avoir un système gratos qui te permet de télécharger ton fichier exe et de le lancer comme si de rien n'était, en gros. Et ReactOS aussi a cet objectif. Hein. C'est un système gratos qui lance les applications Windows. Mais le problème de ReactOS, c'est qu'ils sont, évidemment, c'est un autre projet, et puis le but c'était de tout refaire de zéro. Et ça, c'est beaucoup plus dur, beaucoup plus long, donc ReactOS avance, hein, il est déjà capable d'exécuter pas mal de choses, mais du coup, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Alors que là, depuis l'arrivée de Proton, l'idéal devient beaucoup plus atteignable, du coup. Alors, c'est pas fait, parce que c'est quand même compliqué, mine de rien, mais qui sait, cette initiative, qu'elle aboutisse ou pas, si elle est marrante parce qu'elle témoigne quand même aussi d'une sorte de rébellion contre ce qu'est devenu Windows. Ouais, et ça, c'est pas très bon pour Microsoft quand même. Ah non, c'est sûr que quand on multiplie les news, alors évidemment on les sélectionne, hein, mais qui tournent autour des critiques de Windows, oui, c'est pas très bon, surtout que pendant très longtemps, Linux était effectivement un truc, on va pas se mentir, un peu plus difficile d'appréhension pour le grand public. Là, vraiment, le temps passant, je sais pas quel avenir glorieux on va pouvoir réserver à Windows, je ne sais pas. Oula. On a déjà dit qu'il était au bord de la mort alors qu'ils ont sorti Windows 8. C'est vrai aussi, t'as raison, c'est vrai. Ils ont tellement de moyens derrière. Les nouvelles du décès de Windows sont souvent très exagérées. Après, qu'il y ait un vrai ras-le-bol et qu'il y ait des vraies orientations qui soient prises et qui ne conviennent pas et qui peut-être seront effectivement différentes dans l'avenir, hein, parce qu'ils vont s'adapter à un moment donné. Si ça ne marche vraiment pas, ils s'adapteront. On verra. C'est-à-dire qu'en 2025... En 2025, j'ai quand même l'impression qu'il y a eu énormément de personnes que je peux suivre, des journalistes, vraiment beaucoup de monde qui s'intéresse au gaming et qui ont basculé assez facilement leur activité de jeu PC sur Linux. Du moment que tu n'as pas besoin des dispositifs dits anti-triche, tu sais, des jeux services, finalement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ont basculé. C'est pas une majorité, puis c'est un peu au doigt mouillé, mais ça devient populaire, quoi. Plus que jamais, mais c'est la magie Proton. C'est Valve, c'est Valve qui est quand même derrière tout ça. Et c'est vrai que c'est un changement que probablement Microsoft n'avait pas du tout anticipé. Je ne sais pas comment ils raisonnent là-dessus chez Microsoft en interne. Je ne sais pas s'ils font fi. Pour l'instant, ils ne raisonnent pas, à mon avis. Hein. Ils sont dans leurs agents IA et voilà. C'est vrai, t'as raison. Bon, allez, on va les laisser cogiter sur l'avenir des agents IA qui remplaceront les systèmes d'exploitation demain. On sera peut-être tous surpris de ça et puis on en parlera dans Tech Café. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci d'écouter les épisodes semaine après semaine. Vous savez qu'ils sont aussi disponibles en vidéo sur YouTube et que je suis disponible. Alors, j'ai pas encore fait ma rentrée 2026 sur les lives sur Twitch et YouTube du vendredi matin à 10h. Des petits contretemps la semaine dernière qui vont se rajouter cette semaine, mais évidemment, je serai là d'ici peu. Guillaume, de ton côté, où on te retrouve ? Je pense qu'on va me retrouver en train d'élargir ma culture avec un harlequin torride, n'est-ce pas, qui m'ouvrira peut-être de nouveaux horizons. C'est vrai. J'ai cru que tu allais nous dire que tu allais élargir les murs de ton intérieur pour installer une plateforme Vera Rubin, mais bon, là, ce serait quand même compliqué. Je vais lancer un Ulule. Très bien, t'as bien raison. Pour pouvoir acheter un rack NVL 72. Et puis, première contrepartie, tu écriras toi-même un harlequin, comme ça, aux premières personnes qui t'auront soutenu. La boucle sera bouclée. Merci beaucoup. Ouais, moi, j'ai pas besoin de NVL 112 pour écrire un harlequin. Moi, avec, non, je disais pas que t'aurais besoin de ça pour ça. Pas avec moi-même, tu veux dire. Ah, d'accord. Oui, peut-être avec tes petites mains. Okay. Merci beaucoup, Guillaume. Bonne continuation. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Ciao et au prochain épisode. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.